Alors ce soir, je voulais pas spécialement revenir sur le débat entre guillemets, le clash plutôt entre Daniel Conversano et Julien Rochdy. Je pense qu'il faut plutôt dépasser ce simple clash et comprendre le fond de l'histoire. Donc pourquoi ces deux personnes qui se réclament toutes les deux de la droite et plus particulièrement de la tendance plutôt européanistes, occidentalistes de la droite se sont aussi violemment clashés. Donc en dehors des problèmes d'égoïsme sans doute, ou d'intellectualisme pédant qu'il peut y avoir, il y a sans doute autre chose. Et je veux spécifiquement revenir sur l'idéologie, pas sur les personnages, parce que ça ne m'intéresse pas trop. Et on va essayer, nous, non pas d'apporter une réponse, mais de voir ce que vous pensez de ce sujet-là et, et vos constatations sur le sujet. Est-ce que ça valait le coup Est-ce que c'est des thématiques qui sont utiles pour notre camp politique ou bien est-ce que il faudrait que la droite passe un petit peu à autre chose? Donc je vais commencer par trois citations et après on pourra commencer le débat avec les questions qui sont déjà disponibles. Et on commencera tout d'abord par effectivement définir les concepts avant toute chose. Donc je commence par mes citations. Donc les deux premières citations sont de Guillaume Faye et la dernière est de Julius Evola. Donc Guillaume Faye écrivait donc dans les deux citations dans son livre sur l'archéofuturisme, technosciences et retour aux valeurs ancestrales, et il écrivait, et justement c'est en lien avec le débat, notre courant de pensée a toujours été déchiré et affaibli par une fracture artificielle qui opposerait les traditionalistes à ceux qui seraient tournés vers l'avenir. L'archéofuturisme peut réconcilier ces deux familles par un dépassement dialectique. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir pendant ce débat, c'est même sûr. Et deuxième citation, et là où il définit le futurisme, sans doute la pensée plus ou moins proche de Daniel Conversano, l'essence du futurisme, c'est d'architecturer l'avenir, et non de faire table rase du passé, de penser la civilisation, en l'occurrence européenne, comme une œuvre en mouvement, selon la conception de la musique d'Hervé Wagner, d'envisager le politique non pas seulement comme la limitative désignation de l'ennemi de Carl Schmitt, mais comme désignation de l'ami, qui est de la communauté du peuple, et surtout comme mise en forme du peuple dans l'avenir, avec les soucis constants de l'ambition, de l'indépendance, de la créativité et de la puissance. Julius Evola, lui, quant à lui, disait ces mots suivants. Il n'y a pas de progrès qui vaille et qui puisse rendre superflue la fonction que peut avoir la religion au sens le plus haut et sévère pour l'homme non dégradé quand il s'agit de problèmes plus réels, qui sont ceux de la mort, de l'angoisse existentielle, de bouleversements dus à l'irruption de l'irrationnel, aux passions et aux instincts eux-mêmes. Croire le contraire, croire que le progrès, la science, la technocratie ou même le Christ, quand il est présenté comme un modèle d'altruisme humanitaire, puisse résoudre de tels problèmes, relève du primitivisme et d'un manque complet de sens du tragique de la vie et de la condition humaine. Le débat mouvementé entre Daniel Conversano et Julien Rochdy a montré certaines fractures importantes au sein du camp identitaire et nationaliste européen. D'un côté, une partie de la droite semble rejeter en bloc la modernité, la civilisation industrielle, post-industrielle et technologique, une partie ou même l'intégralité du progrès technique, en prenant la décroissance et en prenant le retour à des valeurs ancestrales et anti-modernes, donc que ce soit par un retour du religieux ou un retour de valeurs pré-religieuses, archaïques, tandis qu'une autre partie de la droite semble épouser une forme de progressisme, semble épouser la société libérale et un certain transhumanisme, pas tous bien évidemment. Donc ce soir nous allons essayer d'y voir plus clair et d'aborder ces différents concepts. Donc d'abord on va tenter ensemble de définir ces concepts parce que peut-être que chacun a sa propre définition et on va essayer de les inscrire dans un contexte plus global, idéologique et philosophique. Donc c'est à vous d'intervenir sur ce sujet-là. Et je précise que ce débat sera enregistré et reposté sur la chaîne YouTube du Cercle Occident si j'estime qu'il est intéressant. Voilà. Donc peut-être que faire un petit tour de table d'abord pour vous présenter très succinctement et ensuite présenter selon vous, hein, selon vos mots,
Qu'est-ce qui est pour vous la droite de Julien Rochdy et aussi quelle est pour vous la droite de Daniel Conversano, grosso modo, donc la droite traditionnelle, traditionnaliste et la droite archéofuturiste de Daniel Conversano, occidentaliste et moderne. Voilà. Donc on peut commencer par Coca si tu souhaites te présenter rapidement. Sauf si vous n'avez pas de micro, si vous n'avez pas de micro, c'est pas la peine. Donc vu que tu écris, oui, ok, pas de problème. Ok, ok, pas de problème. Enguerrand, si t'as un micro. S'il n'y a pas de micro, on peut passer à Manuin. Manuin, si tu peux te présenter succinctement et ce que tu penses de la droite de Rochdy, la droite de Conversano et un petit peu de ce qui s'est passé. Ouais, bah écoute, merci John d'avoir organisé le débat. Euh, pour revenir à cette dispute on a vue sur les réseaux sociaux là, récemment entre Rochdy et Conversano, je pense que c'est assez révélateur, comme tu l'as dit, de la fracture qui existe entre ces deux lignes de pensée, mais je pense que ça va un peu plus loin que ça dans la mesure où il s'agit vraiment là d'un rapport au monde et aux forces qui ont supposé le l'organiser et que dans cette mesure-là, je prendrais plus volontiers le parti de quelqu'un qui défend l'idée qu'il faille s'attacher, comme les appelait, voilà, des principes immortels, plutôt que une espèce de confiance aveugle dans le progrès pour forger la société idéale de demain. Est-ce que tu rattaches Julien Rochdy à la citation de Julius Evola et à la pensée de Julius Evola? Et est-ce que tu Ah, rattaches que Daniel Conversano à la pensée de Guillaume Faye? c'est difficile, je pense, de les placer chacun dans des cases parce que d'abord, je pense que leur pensée propre est plus complexe que, enfin, comment dire, évidemment complexe pour ne pas constituer une adhésion absolue à un auteur ou à un autre. Mais oui, on pourrait considérer que les deux représentent deux mouvements euh, de pensée différents qui s'incarnent dans Faye et Evola. Même si je pense que faire l'honneur à Faye de représenter une nouvelle idéologie serait lui faire beaucoup d'honneur dans la mesure où il présente pour beaucoup dans son œuvre quelque chose qui est beaucoup plus un mouvement esthétique de la réaction, une véritable critique de la réaction elle-même, malgré ce qu'il aimerait faire croire. Très bien, on reviendra sur ce sujet-là. Alors, Monsieur Poil, qu'avez-vous pensé de ce débat? Alors c'est bien simple, moi je n'ai pas encore vu ce clash en vérité, donc je préfère pour le moment me mettre en observateur, je préfère écouter pour le moment. D'accord, mais avez-vous déjà un point de vue sur la question? Est-ce que vous pensez que c'est- cette différence entre ces deux droites est si importante que ça? Bah, si importante que ça, je ne sais pas trop, mais ce qui va être important prochainement, c'est voir concrètement si ça va créer ou non des divisions. Est-ce que c'est conciliable ces deux camps? Je ne crois pas, mais est-ce que il y en a vraiment un qui va sortir du champ des idées et essayer de s'incarner dans quelque chose? C'est ça qui sera le plus déterminant. Je crois que Conversano ne va pas s'étendre énormément hors du champ des idées. Je ne le vois pas fonder un parti. C'est plutôt sur la question de est-ce que ça prend ou est-ce que ça ne prend pas. Je vois mal deux grands camps déchirer notre comment dire notre camp. Oui, il faut préciser que c'est quand même des divisions qui restent assez minoritaires. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur cette première question? Non, très bien. On peut passer à la Oh, suite. Oui, oui, pardon. oui, je t'en prie. Ouais, c'est bon, je suis rentré chez moi. Euh,
Donc, concernant ce débat, d'abord, je voudrais dire que je trouve que c'est quand même intéressant qu'il se passe des choses un peu dans le camp national, dans la droite, parce que il y avait quand même beaucoup de critiques où on était un peu... enfin, ça faisait longtemps, en fait, qu'il n'y avait pas un grand débat au sein même de la droite, même si ça peut entraîner des divisions, tout ça, mais je pense que c'est quand même stimulant. C'est intéressant d'avoir enfin un peu de métapolitique dans le débat, et pas juste des divisions politico-politiciennes, Zemmour, Le Pen, quelle est la stratégie pour arriver au pouvoir. Donc ça, c'est un premier point que je voulais soulever, c'est que c'est assez intéressant d'avoir ce débat, quoi qu'on en pense. Moi, personnellement, alors, je dois avouer que je suis pas beaucoup Julien Rochdy et j'ai vu un peu ce clash. Après, je dois avouer qu'il faut que je me penche plus sur ces arguments en faveur de la décroissance, parce que je suis plus effectivement du côté de... Alors Conversano, c'est un personnage particulier, mais moi, par exemple, j'aime beaucoup Rage Culture, qui est pour moi aussi un magazine de référence, dans un magazine internet, et qui représente, à mon sens, la droite prométhéenne, hein, comme on dit, des personnes comme Peter Collins, etc. Et bien sûr Guillaume Fay que j'ai lu très vite. Donc c'est vrai que j'aurais tendance à me projeter plus du côté de Conversano, mais tout en avouant que il me manque des éléments pour comprendre totalement l'essai de Julien Rochdy, tout simplement parce que je me suis pas penché plus que ça récemment. Mais voilà. Mais un point aussi que je voudrais aborder, c'est que si le camp national veut faire rêver les gens, et quand je dis les gens, je veux dire la, la, la masse, on va dire la masse des gens qui ne sont pas de notre camp, qui ne sont pas forcément politisés, j'ai du mal à voir comment on peut faire rêver les gens avec la décroissance. Comme j'avais du mal, pendant un temps, j'étais à l'Action française, et je me suis rendu compte que ça n'amenait rien, en fait. Ça n'amenait rien parce que tu peux aller dans les lycées et dire, viens, on va faire le retour du roi. Ça n'apporte rien, en fait. Les gens se foutent de ta gueule et les gens, le prolo, tu vois, il s'en fout de Louis XX il s'en fout de Louis XX de Bourbon, tu vois. Par contre, si on a un projet concret vers, disons, le projet progressiste, sans l'idéologie progressiste, un projet technologique, un projet futuriste avec des valeurs. Là, je pense que c'est quand même plus intéressant et on peut quand même engager plus de monde autour d'un projet un projet de ce type en fait. C'est ça un peu mon opinion là-dessus. Après, comme je dis, hein, je suis pas forcément j'ai pas tous les éléments des débats, mais voilà, c'est un peu mon idée sur ce débat. Très bien, bah, on parlera justement de la droite réactionnaire un peu plus tard. Mais vu que tu as parlé de rage culture et de droite promotaine, est-ce que tu pourrais définir avec tes mots ce qu'est la droite prométhéenne selon toi? Alors après, voilà, comme tu dis, c'est avec mes mots de ce que je comprends. C'est Rage Culture qui l'a bien dit. C'est le progressisme sans l'idéologie progressiste, en fait. C'est-à-dire que oui à la science, oui à la technologie, oui à la conquête de l'espace, mais en gardant nos valeurs, entre guillemets réactionnaires, entre guillemets, nos valeurs chrétiennes, chrétiennes ou spirituelles, hein, si on peut dire. Et c'était un peu justement le mix, enfin pour moi, entre les deux citations que tu as fait au début, enfin les trois citations, le mix entre Guillaume Fay oui, et Relius, et voilà. Parce que c'est pouvoir, euh, pouvoir viser la Lune, hein, littéralement, en restant ferme et fidèle à nos valeurs. C'est comme ça que moi je le vois. D'accord, mais on est sur tu es peut-être un petit peu loin de ce que pense Daniel Conversano, alors parce que lui, il avait dit que tout ce que faisait l'Occident actuellement, ça lui allait très bien, mais il y avait juste les Noirs et les Arabes en trop, en fait.
Il avait dit ça, Oui, grosso ouais, c'est modo. ce que, Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Netflix, les Uber Eats, le Ce que je disais cinéma. tout à l'heure, c'est que bon, Conversano, c'est un personnage. Et je suis pas, même Oui, si je tends un peu pourtant, plus de c'est son. grosse figure de la droite, soi-disant prométhéenne, sur les réseaux francophones. Moi, j'en vois pas d'autres. Après, mes connaissances sont peut-être limitées, mais est-ce que Ben, toi, tu vois une autre grosse figure de la droite prométhéenne? la figure, non, mais enfin, il y aurait peut-être Peter Columns, qui a bien évidemment une audience beaucoup moindre. Mhm. Nicolas Ford, Sunshine fait beaucoup d'efforts. C'est vrai qu'il est aussi Oui, mais il est un mec extrêmement proche. ambassadeur. Ouais, il est extrêmement proche. Donc, chez nous. Et comme je reviens à Rage Culture, qui pour moi, il y a un niveau supérieur de Conversano. Hein. Enfin, Rage Culture est beaucoup plus dans le débat d'idées métapolitique que Conversano, bon, qui est un personnage, comme on dit, qui est pas forcément une référence pour moi. Quoi. Qui est peut-être pas une référence pour toi, mais qui s'est emparé de ce terme et qui est le seul actuellement à l'utiliser et à s'en revendiquer, en tout cas en étant autant suivi. Mm. Donc peut-être que dans le futur, ça pourrait peut-être poser des problèmes Ouais, voilà, c'est. pour des gens comme toi qui se revendiquent aussi de la même droite prométhéenne, mais qui partagent Euh, pas pourtant les mêmes idées que Conversano. Ok, bon bah alors maintenant on va Exactement. parler de... Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Oui, mais on va en reparler de ça, justement. Euh, Ok, ok. et on va évoquer le positionnement en fait qu'on doit avoir sur ce sujet-là, parce que est-ce qu'on doit forcément prendre position selon vous? Est-ce qu'on doit forcément se définir comme étant un traditionnaliste réactionnaire anti-moderne, ou au contraire un croissantiste libéral occidentaliste? Ou bien il y a toujours un entre-deux possible, une troisième voie, quelque chose peut-être d'un petit peu plus réfléchi et mesuré? Si quelqu'un veut prendre la parole sur ce sujet-là. Ouais, je pense, je pense que la question du positionnement doit se poser de manière nécessaire dans la mesure où on a là, et c'est pas anodin, même si c'est limité au champ des idées, deux visions du monde radicalement différentes qui s'opposent et qui, en fait, prônant chacune l'extrême inverse de l'autre, ne permettent pas, a priori, une cohabitation ou un compromis entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut être soit réactionnaire au point d'être néo-féodaliste, soit être futuriste au point de vouloir coloniser Mars. Il n'y a pas, à partir de ce moment-là, de, de manière de rester neutre, à moins qu'on soit un pur électoraliste et que la seule chose qui nous intéresse soit la prochaine élection et pas forcément le terrain des idées. À partir de là, il faut bien comprendre que on est forcé de choisir à un moment ou à un autre euh, une de ces deux idées comme étant la plus correcte, quitte à l'amender soi-même et à lui permettre de se rapprocher de la vérité. Mais il ne peut pas y avoir une espèce de relativisme qui renverrait les deux idées dos à dos en disant ce sont deux visions du monde également fausses et aucune des deux, dans aucun de ses principes, n'a raison de défendre ce qu'elle affirme. Il se trouve que quand on lit certains moralistes des siècles passés, c'est une question à laquelle certains ont déjà répondu. Je lisais tout à l'heure un article très intéressant sur Bonald, et il se trouve que lui a déjà abordé la question de savoir si le progrès pouvait servir une cause conservatrice telle que lui l'envisageait, et la réponse qu'il donne à cette question est non. Si demain on adopte le progrès technologique, social ou autre comme principe d'un mouvement intellectuel, alors peut-être que il peut être modelé pour servir un but conservateur en première instance, mais au final,
le caractère même du progrès le fait triompher de toute velléité conservatrice, réactionnaire, de droite, on l'appelle comme on veut, parce que le progrès porte en lui-même la racine de la destruction de ce qui est précédent. Evola l'explique d'ailleurs assez bien. Il dit en fait le monde est en tension entre la tradition et le progrès. Le progrès cherche à détruire la tradition et la tradition, dans la majeure partie, cherche à survivre, à rester en vie. Ceux qui espèrent préserver la tradition en éteignant le progrès, il explique ça dans Chez le tigre, se trompent, puisqu'ils finissent par vider la tradition de sa substance et permettre à la fin au progrès complètement hors de contrôle d'arriver au pouvoir. Et on peut poser ça comme un problème beaucoup plus concret. On sort un peu du champ des idées, on se pose la question, bon, si demain la vision de Conversano réussit à s'imposer et qu'on se retrouve en Europe dans une espèce de démocratie ethnique où il n'y a que les blancs, il y a Uber, les drones, Mars, etc. C'est très bien, on aura gagné peut-être, entre guillemets en tout cas. Parce que la question qui va se poser, c'est une fois que la génération qui a dû se battre et qui a dû concéder tant d'efforts pour arriver à imposer cette vision idéale disparaît, qui va lui succéder? Une génération qui naît dans le progrès et naît avec l'idée que le progrès est un bien en soi, va considérer les combats de ses ancêtres, et on le fait déjà nous-mêmes parfois quand on se moque des boomers, va considérer que le combat de ses ancêtres était ridicule, voire même dangereux, et va replonger la société dans un nouvel épisode progressiste. Le meilleur exemple historique qu'on ait de ça, c'est mai 68, 20 ans de gaullisme triomphant et d'une société absolument acquise à ces principes-là, et hérité des croix de feu, etc. Et quand les étudiants tout d'un coup se réveillent et se découvrent une conscience politique, un déferlement idéologique dont on subit encore aujourd'hui les conséquences. Je pense que c'est comme ça qu'on peut résumer l'idéal archéofuturiste ou futuriste tout court de ceux qui aujourd'hui se retrouvent dans la pensée de Conversano, de Nicolas Faure, etc. Donc pour toi, il n'y a pas d'archéofuturisme qui vaille. L'archéofuturisme est un mouvement esthétique, et d'ailleurs Rage s'y attaque dans un de ses derniers articles en disant que c'est quelque chose de tiède. Je pense effectivement que ça n'est pas... Enfin, l'archéofuturisme serait sans doute un paravent assez utile pour dire on garde les aspects réactionnaires tout en ayant des drones et des liver Uber, mais c'est, à mon avis, une demi-teinte de ce que le futurisme, tel que peut le voir Conversano, et qu'on appelle la droite prométhéenne, espère vraiment obtenir. Est-ce qu'une personne souhaite réagir? Non, très bien. Alors, on va passer à la première partie. Donc d'abord, on va débattre sur la droite réactionnaire et ensuite on débattra sur la droite prométhéenne. Et on va d'abord s'interroger sur la droite réactionnaire et traditionnaliste que défend monsieur Rochdy. Moi, je me demande, enfin, je me suis demandé si cette droite-là n'était pas morte et enterrée, parce que est-ce qu'aujourd'hui c'est censé de contester encore la civilisation industrielle, capitaliste et libérale, alors que tous ici on vit et on a grandi dans ce monde, on y voit et on constate les difficultés, les problématiques, mais on constate aussi ce que ça a apporté, les bonnes choses que cette civilisation a apporté. Et donc, est-ce que c'est une position souhaitable encore aujourd'hui, ou bien est-ce que c'est pour les gens de droite qui tiennent ces positions une ligne droite vers l'échec? Et après, on se posera la question de la décroissance. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus, ceux qui sont plutôt de réactionnaires. Est-ce que cette contestation a encore lieu d'être? Est-ce qu'on peut encore contester cette civilisation dans laquelle on vit?
Allez-y. Bah, si je peux, si personne d'autre ne veut intervenir, je peux dire un petit quelque chose sur ça. Bah, effectivement, c'est une question un peu tragique, notre rapport à la modernité, parce qu'effectivement, on profite tous du confort qu'elle nous apporte. En général, cette modernité, d'ailleurs, c'est nous qui l'avons inventée, c'est nous qui l'avons créée pour nous. Et en réalité, les autres peuples ne font qu'en profiter. Mais voilà, cette modernité, elle n'est pas venue sans conséquences. Et on se retrouve un peu bien embêté. Déjà au 19e siècle, Nietzsche le disait, d'ailleurs, même lui le montrait déjà, qu'on est bien embêté par la modernité. Avec elle, on a réussi à tuer Dieu, ce qui nous a apporté beaucoup de problèmes et en quelque sorte, on ne s'en est toujours pas vraiment relevé maintenant. Et c'est en ça que je crois que cette idée de droite vraiment réactionnaire, bah, c'est en ça qu'elle est légitime. C'est parce que bah, elle pense à soit se débarrasser de la modernité, revenir à une espèce peut-être de néo-féodalisme un peu caricatural des fois, mais parfois en proposant simplement de dépasser la modernité. Hein. Rushdie a déjà parlé de post-modernité. Peut-être que la droite un peu plus réactionnaire veut effectivement passer à autre chose, essayer de se détacher au moins des valeurs modernes, si pas des technologies modernes. Peut-être qu'il y a une distinction à faire entre les deux. Ça, je ne sais pas, c'est un petit peu difficile à savoir. Mais en tout cas, c'est ce que je pense au niveau de la droite plutôt réactionnaire. Donc ça serait en fait prendre les bons aspects de la modernité, donc le progrès technique, et en rejetant les valeurs modernes, donc l'universalisme, l'égalitarisme, les droits de l'homme, tout ça, donc toutes les valeurs héritées des Lumières ou même de la pensée libérale. Donc oui, effectivement, ça peut se tenir, mais encore une fois, ça suppose, et c'est ce que Julien Rocher dit, ça suppose vraiment une révolution dans nos vies et dans nos modes de vie. Ça suppose, euh, Ça suppose une révolution à l'échelle nationale et internationale. Et sur le papier, ça peut effectivement sonner correctement, mais est-ce que c'est vraiment possible? Euh, c'est ça la grande question en fait. Est-ce que pour vous c'est vraiment réalisable? De- Oui, pardon. Oui, non, je vous pose la question. Est-ce que c'est vraiment C'est vraiment réalisable. Je pensais que quelqu'un d'autre prenait la parole. Ok. Ben, effectivement, ça implique un véritable bouleversement idéologique. Alors, je sais bien que ça paraît pour le moment tout à fait invraisemblable, hein, assez peu réaliste. Bah, moi, je dirais que les bouleversements idéologiques, ils sont toujours très surprenants. C'est pour ça que s'il y en a un prochainement, ce sera peut-être pas celui-là, parce qu'on ne sait jamais prévoir les grands bouleversements idéologiques qui apparaissent, et on ne sait jamais exactement comment ils vont changer la société. Hein. Quand les Lumières sont apparues, elles sortaient un petit peu de nulle part, et elles ont changé la face du monde en à peine un siècle. Donc, oui, tout est possible à ce niveau-là, et, euh, et en même temps, bah, je sais qu'on ne parle pas maintenant du décroissantisme, hein, mais c'est vrai aussi que quitter la modernité peut aussi impliquer des valeurs décroissantistes. Donc, ça paraît difficile de ne pas imaginer l'un sans l'autre. Mais bien sûr, je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Je sais qu'on aborde ça après. Mais oui, c'est vrai que ça demanderait une véritable conversion idéologique en tout cas, des personnes au pouvoir. Je pense que c'est même plus de tout le monde parce que en fait on arrivait dans un tel niveau de confort que en fait la décroissance c'est enfin, je crois que j'avais entendu Rochdy dire que c'est très mal vu, mais c'est le cas en fait de parler de décroissance. Si tu parles de décroissance à quelqu'un, forcément il va penser au retour à l'âge de pierre et
Et pour moi, je pense que c'est, enfin, à part comme disait Monsieur Poil, à part un gros événement, pour moi, ce serait même une obligation qui oblige les gens à changer leur mode de vie, tout ça. Pour moi, enfin, je dirais même que c'est impossible pour moi. Est-ce que vous croyez tous ici à la chute de la civilisation industrielle? Parce que ça serait par là que pourrait advenir à la civilisation rêvée de Rochdy. Ça serait la chute de la civilisation industrielle. Est-ce que vous voyez cette chute? Moi, personnellement, pas du tout. Pas du tout. Je pense que justement la civilisation. Si, enfin, moi je vois peut-être une mutation de la civilisation industrielle, mais de là à une chute brutale et catastrophique, j'y crois pas vraiment. Je pense qu'il y a quand même quand on suit un peu l'écologie et des choses comme ça, euh, il y a quand même des motifs d'espoir, des technologies qui se développent. Alors, effectivement, ça va peut-être demander des changements. On va peut-être pas vivre dans le même rythme que dans les années 80-90 où c'était la consommation à outrance, plus qu'aujourd'hui encore, hein, pour ceux qui se rappellent des gros films de Hollywood à l'époque, enfin, c'était la folie. Mais de là à parler de chute de la civilisation industrielle, j'y crois pas vraiment. Une mutation peut-être, une évolution, mais une chute brutale, personnellement, j'y crois pas. Bah, je pense un peu différemment parce qu'il me semble qu'en Occident, la civilisation industrielle s'est bel et bien effondrée. On profite, on profite et on survit en termes de consommation exclusivement grâce aux productions chinoises. Ça fait 50 ans que bah, l'énergie, comment dire, l'énergie, la production. On a bien vu nos masques, n'est-ce pas, pendant l'épidémie de Covid. On était tous dépendants entièrement de la Chine. C'est un bête exemple, mais en fait, c'est un exemple assez évident qui montre que nous, on ne produit plus ce qu'on veut consommer. Comment dire, on se repose sur d'autres civilisations qui, elles, sont industrielles. Et je pense que si les pays en voie de développement se développent effectivement, je pense notamment à l'Inde et à l'Afrique, hein, l'Inde semble déjà bien partie, si ces pays-là se développent effectivement, ils vont se développer en civilisation industrielle et ils vont, comment dire, et on va dépendre d'eux en termes industriels également. Parce que nous, on a un peu dépassé le stade de l'industrie. On est arrivé à autre chose, à un stade où on ne produit plus, on ne fait plus que consommer. Donc oui, moi je pense que la civilisation industrielle, c'est pas qu'elle peut s'effondrer, c'est qu'elle n'existe déjà plus chez nous. Et par chez nous, je veux dire l'Occident. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça pose la question du fait que nous reposons sur d'autres civilisations qui sont industrielles. Et qui sont parfois antagonistes aux nôtres. Ah, bien sûr, il y aura, comment dire, encore une fois, si je garde mon exemple de la Chine et de ses masques pendant l'épidémie, ben, c'est leur marché qu'ils ont favorisé en premier, ce qui est parfaitement légitime de leur point de vue, évidemment. Mais voilà, ça nous met parfois en porte-à-faux avec ces autres civilisations, bien sûr. Il y a des problèmes que l'Occident devra faire face dans le futur. Je pense notamment aux nouvelles technologies, donc l'intelligence artificielle, qui risque de remplacer de nombreux métiers. Je pense surtout au dérèglement climatique. Et sur ces sujets-là, je remarque quand même que la droite dite prométhéenne, en tout cas la droite futuriste, qui a un pied dans le futur, arrive correctement à s'en emparer et à en parler, et à proposer des alternatives, et même à souhaiter ces changements. Tandis que la droite réactionnaire, en tout cas une partie, certains, regardent encore tout cela d'un œil un petit peu hésitant, comme une certaine peur, une certaine crainte, je pense, une crainte des IA, à juste titre ou à juste raison ou à tort, je ne sais pas encore. Et aussi sur le dérèglement climatique, j'ai l'impression
qu'une partie de la droite, auquel certains ici appartiennent et auquel moi aussi j'appartiens, est encore un peu paumée sur ces questions-là, ne sait pas trop se positionner, n'a pas encore les arguments et tient même parfois des positions clairement qu'on pourrait qualifier de climato-sceptiques. Et pour la droite futuriste, tout cela, c'est inentendable. Est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi à faire sur nous-mêmes, sur notre idéologie, par rapport à ces sujets-là qui sont absolument cruciaux? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi évoluer, sans forcément mettre un pied dans le camp prométhéen, mais évoluer sur un bon nombre de sujets qui seront fondamentaux dans le monde de demain? Je sais pas si Manuin veut répondre sur ce sujet-là. Ah ouais. Je pense qu'un point important à garder à l'esprit quand on considère le camp réactionnaire, c'est de ne pas oublier que même les plus grands auteurs traditionnalistes ont toujours insisté sur le fait que la tradition devait être critique. Et donc, à cet égard, il était très important d'effectuer en permanence un travail de réflexion personnelle qui permettrait de faire le ménage, si j'ose dire, d'habitudes ou de pratiques complètement désuètes et qui ne répondent pas aux critères de la tradition, à savoir qui ne sont pas guidés par un principe immortel qui a prouvé sa valeur. À partir de cette base de réflexion-là, on n'a pas de problème, je pense, à imaginer embrasser par ou une autre progrès. Mais je pense que, et c'est notamment le cas sur tout ce qui a été dit auparavant, il ne faut pas perdre de vue qu'il ne s'agit là que d'un aspect très matériel des choses. Oui, la révolution industrielle a apporté du confort. Oui, le monde moderne est agréable à vivre. Oui, effectivement, nous sommes dépendants de puissances industrielles étrangères. Mais le traditionnalisme ne cherche pas, et je pense que c'est une des grosses critiques qu'on pourrait faire à la droite prométhéenne, le traditionnalisme ne s'arrête pas à savoir comment rendre la vie des gens meilleure, comment gagner les prochaines élections, et comment faire en sorte qu'on soit populaire. Ce n'est pas l'objet des penseurs qui nous ont précédés et dont on tient notre doctrine, et ça n'est pas non plus la préoccupation qu'on doit avoir. Il s'agit également de trouver les principes auxquels l'homme doit s'accorder pour pouvoir vivre de manière harmonieuse avec les autres hommes évidemment, mais aussi avec le reste du monde, et j'inclus là-dedans la nature également. Ça permettrait sans doute de rassurer certains prométhéens écologistes. Il s'agit principalement, du point de vue traditionnaliste, d'un combat spirituel. Comment faisons-nous pour que l'homme de demain soit digne Quel Dieu imaginer dans une société traditionnelle? Quelle est la place de l'homme par rapport au reste du cosmos? Ces questions-là ne relèvent pas de la volonté de gagner une élection, ni même de devenir populaire ou de faire plus de likes sur Twitter. Il s'agit de poser les grands problèmes auxquels l'homme fait face de tout temps et proposer une réponse qui lui permette d'y faire face de tout temps. Et je peux réagir? Bien sûr. Oui, je suis assez d'accord avec toi, mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre en fait. Et c'est là où, je rejoins un peu ta critique sur la droite prométhéenne, c'est que le point faible pour moi de cette droite, c'est qu'effectivement, on veut le progrès en restant ferme sur les valeurs, mais il y a le point faible, c'est quelle valeur en fait. Moi, même si je se penche vers cette tendance, je reste par exemple catholique et impliqué dans ma paroisse avec différents cercles
historiques et apologétiques. Donc, mes valeurs sont très claires et affirmées, j'ai envie de dire. Et c'est vrai je rejoins tout à fait cette critique, même si je rejoins la tendance, cette tendance. Effectivement, on peut rester dans la pensée, en fait, et je pense que effectivement la droite a besoin d'un, d'un comment dire, comme pour parler de manière un peu léniniste, mais d'une aristocratie euh, philosophique qui s'empare de ces débats-là. Mais il faut pas oublier qu'on ne peut pas rester dans le débat uniquement stérile. Ce n'est pas juste gagner des élections, c'est aussi agir concrètement auprès de notre peuple, qu'il soit français ou occidental. Et si on reste, comme je le disais tout à l'heure, hein, moi j'étais proche de l'Action française pendant un temps. Alors l'Action française, vous avez des gens qui sont très bien formés, qui connaissent Maurras sur le bout des doigts. Et là ils sont très impressionnants. Mais concrètement, qu'est-ce que ça apporte? euh, Quels sont leurs résultats à l'Action française depuis, pas depuis 1934, en plus, ils ont échoué. Donc, avoir cette aristocratie philosophique, et, j'en suis tout à fait d'accord qu'il en faut, mais il faut aussi avoir les pieds dans le réel et comment nous pouvons convaincre les gens que notre projet pour la France, pour l'Europe, pour l'Occident est meilleur. Parce que à côté de nous, on a des gens, que ce soit au niveau de l'islamisme, ou que ce soit au niveau du populisme de gauche, qui sont qui ne, qui n'ont peut-être pas tout ce débat, mais qui sont très présents au niveau du peuple, quoi. C'est très facile de leur dire, bah voilà, il faut mourir pour le djihad, tu auras 72 vierges, ou alors, voilà, ils votent pour moi, de toute façon, je vais augmenter le SMIC de 500 euros. Des choses très concrètes. Et je voudrais être plus dans la pensée, dans la réflexion, d'élever le débat politique. Mais malheureusement, si on reste entre nous dans des petits cercles à réfléchir sur ce genre de débat, sur la tradition et des choses comme ça, eh ben on va faire comme l'Action française, on va perdre tous nos combats. Euh, donc, je suis très terre à terre, hein, je suis très, effectivement, vous allez me dire, oui, il faut penser peut-être plus loin, mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut garder à l'idée si on veut que un jour on gagne tout simplement, ou alors on se laisse écraser en permanence, quoi. Quand je regarde le site de Rage, il y a quand même quelque chose qui saute aux yeux. C'est quand ils définissent leur ligne éditoriale et la ligne de la droite prométhéenne. Ils se disent défense du progrès, qui est la lutte contre l'entropie, reposant sur le techno-capitalisme et l'identité. Notre vision du monde se veut être une forme de centrisme radical. Et je me demande si la mode en ce moment n'est pas au centrisme et à la victoire du centre. Mais un centre qui ne serait pas forcément le centre que l'on connaît aujourd'hui, mais un nouveau centre donc, qui épouserait bien évidemment les valeurs traditionnelles du centre et les valeurs modernes traditionnelles, mais liées à une forme, à une nouveauté, donc qui serait cette droite prométhéenne, à savoir immigration zéro, retour à certaines valeurs ancestrales, vrais projets futuristes et politiques pour le 21e siècle, voire le 22e siècle, mais tout en étant encore consensuel sur beaucoup d'aspects pour satisfaire le plus grand nombre des lecteurs, parce qu'on sait très bien que l'électeur ne va pas vers les extrêmes et qu'il a tendance plutôt à voter pour la consensualité. Et je me demande si c'est pas ça le futur de la droite prométhéenne, un espèce de centrisme, de nouveau centre, qui pourrait être incarné par des figures politiques montantes, donc peut-être Marion Maréchal dans un futur proche, parce que Éric Zemmour est un réac. Donc voilà, c'est la question qui vient juste de m'apparaître. Et
On a un membre qui dit: est-ce que je peux m'hasarder à comparer le modèle que vend la droite prométhéenne à une dystopie conservatrice sur le plan des mœurs, un espèce de mélange entre Musk et Mussolini? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision? Oui, c'est tout à fait le sentiment que j'ai. Euh, Il me semble que la droite prométhéenne tente de déplacer le combat euh, traditionnellement réactionnaire de l'idée qu'il ne faut y avoir aucun progrès vers l'idée qu'on pourrait accommoder des mœurs conservatrices et, euh, et un progrès technique concret. En prenant effectivement l'exemple de Musk, qui est sans doute une des figures les plus populaires de ce mouvement-là, parce qu'il réussit justement à sortir du cadre des grands leaders technocratiques mondiaux classiques et à attirer à lui des gens qui ne se reconnaissent pas dans un discours mainstream. Moi, Oui, vas-y. pardon. Vas-y. Moi, je pense que l'un des grands débats sur la droite prométhéenne, et en fait, c'est aussi le débat central de cette question, c'est est-ce que le progrès technologique fait partie de la culture occidentale? À partir de là, les réponses peuvent varier, mais c'est un peu l'idée de la droite prométhéenne qui dit que voilà, on a conquis le monde grâce à nos progrès technologiques. À partir de là, si on veut redevenir une puissance mondiale, que ce soit européenne ou occidentale selon les points de vue, il faut revenir à ce qui a fait notre histoire, l'histoire occidentale, c'est-à-dire revenir au progrès technologique et ne pas rejeter le progrès technologique, parce que sans le progrès technologique, qu'est-ce qui nous différencie du Moyen-Orient? C'est vraiment le progrès technologique à une époque qui fait partie du substrat occidental. C'est grâce au progrès technologique qu'on a écrasé la planète. En bien ou en mal, on peut être contre, évidemment. Mais on ne peut pas nier que le progrès technologique a été l'un des vecteurs de toute la puissance et toute l'histoire de l'Occident. Enfin, de mon point de vue, évidemment. Et on pourrait même aller plus loin, on pourrait même dire que ce progrès technique et technologique tout au long de l'histoire de la civilisation européenne a toujours été accompagné d'une certaine pensée moderne. Parce que peut-être que l'un ne va pas sans l'autre aussi. Je veux dire, la pensée de Galilée, c'est une révolution, c'est une révolution de la pensée, c'est une révolution à proprement dit moderne. Moi, je suis d'accord. Donc quelque part, est-ce que la droite réactionnaire se trompe de combat en voulant faire de la modernité avec un grand M son ennemi principal? La modernité est propre aux occidentaux, pardon. Il n'y a pas qu'une question de technologie, hein, c'est vrai. Sauf que oui, effectivement, il y a l'idée de la pensée, tu vois. L'idée aussi d'une civilisation matérielle qui est différente des autres civilisations. Et puis, en lien avec ça, il y a ce qui a permis à la domination occidentale, c'est aussi l'esprit d'entreprendre, en fait. Quand tu as des... La liberté, oui, entre autres. Quand tu as des marchands génois au XIIIe siècle qui investissent des capitaux dans des navires marchands qui font le tour de la Méditerranée et qui sont en quelque sorte aussi les précurseurs des grands voyages du 15 et 16e siècle, tu vois, dans le monde, des grandes découvertes, bah, ça vient de là aussi, hein. C'est l'esprit d'entreprendre, c'est l'esprit d'entreprise, c'est la liberté, effectivement. Et c'est aussi la liberté religieuse. Les grands conflits au XVI, XVIIe siècle, notamment en Angleterre, c'est pas pour rien, notamment la glorieuse révolution anglaise qui a été notamment un grand conflit religieux, un conflit politique, qui a posé les bases de la limitation de l'État.
C'est aussi ça la modernité. Et ça, chez la droite réactionnaire, j'ai l'impression que c'est une aporie de ne pas penser le politique de cette façon-là. Et puis, effectivement, c'était la liberté religieuse, parce que c'était les grands conflits religieux de l'époque, et aussi, ce que la glorieuse révolution a permis, c'est la refonte du système économique et financier, qui a permis la domination occidentale. Donc, la modernité, si tu veux, c'est pas qu'une question de technologie, c'est une question de mentalité, c'est une question de conscience de l'individu, parce que je pense aussi que c'est ça l'Occident, et qui la différencie de la civilisation islamique et des civilisations extrêmes orientales, en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord aussi. Mais c'est comme on parlait de Musk et tout ça, donc ça m'a fait réagir sur tout ce qui est innovation technologique, mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Mais c'est pour ça qu'on retrouve des affrontements philosophiques entre les réactionnaires et les modernes, même si ces noms ont évolué tout au long de l'histoire de l'Europe. Et justement, pour revenir à la glorieuse révolution, enfin à cette période-là, on retrouve cet affrontement entre Thomas Hobbes et John Locke sur ces sujets-là. Donc, oui. Ouais, mais si tu vois, Hobbes aussi, est en quelque sorte, on fait de Hobbes à la fois le précurseur du totalitarisme et tout un tas d'autres choses, mais c'est le premier à penser véritablement ce qu'est un individu et la conscience qu'il a du politique et de son rapport à la politique. Oui, mais John Locke, lui, il pense plus à l'individualité qu'à l'individu au sein de la société. Et c'est là peut-être la différence entre Hobbes. Oui, je pense que ce serait faire une erreur que de faire de Hobbes un philosophe de l'individualisme, dans la mesure où C'est pas ce que je dis. sur le front. Je parle pas d'individualisme, je dis juste qu'il a porté l'objet individu, en fait. Il ne fonde pas sa théorie du politique sans parler de l'individu au premier chef, en fait. Quels sont les besoins de l'individu ? Et vis-à-vis de ces besoins, en fait, il va rentrer en politique. Je rentre pas dans les détails, mais c'est comme ça. Il part de ce postulat-là. Et il y a une chose que je voudrais noter, une dernière chose qui est en lien aussi avec Hobbes, c'est que la pensée occidentale, c'est aussi une pensée qui est la pensée de la connaissance. Ce qu'on n'a pas fait là aussi, parce que la modernité, c'est aussi le développement épistémologique et les diverses théories de la connaissance. Et ça aussi, c'est en lien avec le progrès technique, l'esprit d'entreprise et tout ça, en fait. Hein. Il n'y aurait pas eu tout ça non plus, par exemple, sans l'imprimerie de Gutenberg. Notamment, hein, pour parler d'innovations techniques qui ont été fondamentales. Est-ce que toi tu penses que le libéralisme ou une certaine forme de libéralisme serait aujourd'hui un remède face à la mort de la civilisation occidentale? Mais moi je pense de toute façon que l'Occident c'est la modernité. Et évidemment la modernité c'est le libéralisme, mais il y a une chose qui me gêne à droite, globalement dans cette droite réactionnaire, c'est qu'elle elle caricature beaucoup trop le libéralisme en faisant une idéologie de gauche, ce qui n'est pas le cas en fait. Hein. Si on revient à 1789, évidemment, hein, tous ces hommes politiques sont modelés par les penseurs du temps, mais les penseurs du temps ne sont pas tous libéraux. Rousseau n'était pas libéral et il a influencé la gauche de l'époque, mais il y avait toute une droite réactionnaire à l'époque, les aristocrates, le parti aristocratique, qui était proprement influencé par certaines idées libérales et proprement libérales, et notamment la pensée de Montesquieu, sur la limitation du pouvoir, sur la limitation de l'État en fait. Et en fait, cette droite-là, elle a un peu disparu aujourd'hui. Personne ne connaît le parti aristocratique, ce qu'on a appelé les Noirs à l'époque, et c'est dommage parce que je pense que même leurs questionnements à l'époque peuvent avoir une certaine pertinence encore aujourd'hui, à l'heure où l'État est toujours de plus en plus gourmand, et à l'heure aussi où se créent peut-être de nouveaux pouvoirs en fait.
de nouveaux pouvoirs, notamment vis-à-vis de grands groupes industriels, les GAFAM, hein, pour pas les citer, mais voilà, je pense que cette pensée-là peut encore avoir une certaine pertinence aujourd'hui. Et c'est la modernité, hein, qui l'a en quelque sorte créé aussi. Ouais, c'est intéressant de penser la modernité contre, contre justement la décadence de l'Occident. Oui, bien sûr. Ce qui me gêne avec cette analyse tout de même, c'est qu'il y a une espèce d'assimilation du traditionnalisme à une forme d'obscurantisme. Comme si le, le fait de s'attacher à des principes hérités euh, de toujours revenait à renier euh, l'idée de savoir ou la capacité à adopter une position critique. Et je pense que c'est une erreur de faire cette analyse-là, dans la mesure où, c'est pas toujours été le cas, mais en tout cas, c'est comme ça que les derniers penseurs de la tradition l'ont formulé. Il y a une volonté, comment dire, euh, une volonté initiale d'estimer que on peut travailler à partir de la raison, ou en tout cas qu'on peut travailler à partir de la recherche de la vérité pour établir quelque chose d'intemporel. Qu'est-ce que ça veut dire intemporel concrètement? Et bah, concrètement, ça fait référence à la définition que je donnais au départ de la tradition, à savoir un ensemble de principes euh, analysés de manière critique et qui ont été jugés nécessaires pour assurer de tout temps euh, la pérennité de l'homme. Alors moi j'ai une question pour c'est Monsieur Paul donc qui parlait juste avant. J'arrive pas à voir. C'est Roussix. Pardon. Bon, c'est que oui. Je voulais savoir qu'est-ce que tu penses du Japon. Est-ce que le Japon c'est pas un exemple justement de ce qui pourrait être fait dans le sens où il y a une culture japonaise très présente, des traditions très fortes, même si évidemment il y a énormément de dérives. Hein, on connaît tous des délires des japonais, mais quelque part le Japon est un pays sûr, propre, technologique, avec des traditions et une façon de vie qui est restée un peu la sienne. Ah non, pardon, tu t'adresses à Magnon, effectivement. Je te laisse répondre, Magnon, sur le sujet du Japon. Bien sûr. Oui, le Japon, c'est très bien. C'est un pays qui a réussi à se défendre des influences extérieures, et encore, ça reste à voir, tout en conservant sa propre culture et en s'ouvrant à la modernité. Très bien. La question étant, du coup, à partir de quel moment commence la culture japonaise telle qu'elle est aujourd'hui? Qu'est devenue la figure du samouraï dans la culture japonaise moderne? Où sont les principes du Bushido qui ont régné sur le Japon jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale? Que fait-on de toutes ces traditions-là qui ont été éradiquées avec l'explosion de la bombe nucléaire? Parce que oui, effectivement, aujourd'hui, le Japon présente une façade d'unité culturelle et d'identité forte, et c'est sans doute le cas. Mais il n'empêche que ça ne s'est certainement pas fait sans l'abandon d'une énorme partie de cette tradition que les Européens ont sans doute un peu trop tendance à oublier, notamment parce que ça leur permet d'utiliser cet argument d'un pays très technologique et en même temps ayant retenu des caractéristiques de sa propre culture qui sont, j'ai envie de dire, quasiment des idiosyncrasies. Je précise que le Japon s'est ouvert au monde de lui-même, avant la Seconde Guerre mondiale, donc dans les années début du XXe siècle. Il a fallu une guerre pour le faire, oui. Bah, il me semble, oui, il a fallu une guerre pour le faire, oui.
Mais enfin, c'est pas Merci. l'impérialisme anglo-saxon américain qui a forcé le Japon à s'ouvrir. Ça avait Il commencé a avant. encouragé en tout cas. Mais en tout cas, oui, ça a été encouragé, oui. Mais là, en l'occurrence, ma référence à l'impérialisme anglo-saxon faisait plutôt mention du fait qu'il y a encore, je sais pas combien, 30 000 soldats américains déployés en permanence sur le Japon. Oui, tout à fait. Mais justement, je pensais à ça par rapport à ce que je crois que c'est toi qui disais au début du débat par rapport à qu'est-ce qui va se passer dans les générations futures. Et on voit que malgré tout, au Japon, ça vote très conservateur, malgré, malgré les combats des anciens. Enfin, c'est c'est C'est-à-dire pas que perdu, quoi. ça vote très conservateur Et ça pour une parle excellente justement raison. de voter, de rejeter les Américains de plus en plus, de reconstruire une armée. Et c'est souvent des jeunes Japonais qui sont très motivés avec ça. Alors, ça vote très conservateur, mais il ne faut pas non plus oublier que une des raisons pour lesquelles le Japon a si peu évolué depuis, soyons généreux, les années 60, c'est que aujourd'hui, les Japonais ne font quasiment plus d'enfants. Le Japon, c'est une gérontocratie quasiment. Il n'y a presque que des vieux. Et que donc oui, effectivement, ils continuent à voter conservateur parce que il y a peu de chances qu'ils abandonnent la vision qu'ils avaient déjà au milieu des années 60. Mais même ça constitue déjà une décadence, si j'ose dire, en comparaison avec le Japon impérial des années 40. Et oui, effectivement, ça veut rejeter les Américains à la mer, etc. Mais je suis pas certain qu'il s'agisse là d'une réflexion identitaire très profonde. Et je soupçonne plutôt que comment dire, les circonstances géopolitiques aidant, le chauvinisme euh, japonais qui s'est exprimé sur quelques points de sa culture, qui sont aujourd'hui la colonne vertébrale de son identité, en fait se trouve exacerbé par une situation géopolitique de plus en plus précaire et qui évolue significativement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, qui a connu une évolution la plus significative récemment par rapport au reste, par rapport à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Prenons un pays européen, si vous le voulez bien, le cas de la Hongrie par exemple. Donc ancien pays du bloc de l'Est, qui s'est ouvert dans les années 90-2000 à une certaine forme de liberté économique, qui s'est libéralisé, et qui aujourd'hui, et depuis le début des années 2010, connaît un sursaut conservateur, voire parfois même réactionnaire, notamment grâce au président Viktor Orban et à son parti qui s'est maintenu au pouvoir. Et justement, c'est peut-être un bon exemple. C'est un pays qui arrive à faire les deux, donc qui reste bien évidemment ouvert sur l'Union européenne et donc sur le marché commun, tout en refusant certaines directives et certaines obligations européennes liées à une certaine modernité et à certaines valeurs que ce pays juge contradictoires. Et justement, est-ce que la droite prométhéenne encense absolument ces pays de l'Est qui restent blancs et qui sont ouverts aux idées libérales? Est-ce que justement, on ne devrait pas prendre exemple aussi sur ce pays-là, pour ceux qui se réclament de la réaction, savoir un pays qui reste très ancré sur ses valeurs traditionnelles, l'homme, la femme, l'église, la patrie, l'ethnie, l'identité, tout en étant ouvert à ce marché européen. Le cas de la Hongrie, donc j'aimerais vous entendre. Enguerrand, par exemple. Oui, alors la Hongrie, c'est compliqué hein, parce que déjà, ouais, je suis pas un grand fan de Viktor Orban. D'ailleurs, ils ont aussi les mêmes problèmes dont on a parlé par rapport au Japon et qui ont le même problème, on va avoir le même problème en Europe, partout en Europe d'ailleurs. C'est que malgré toutes les bonnes volontés, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, Orban va ouvrir les frontières, faire des travails comme livreur Uber, des chauffeurs de taxi et des choses comme ça, quoi.
Donc c'est là où je penche plus vers le Japon parce que, ok, oui, c'est une bureaucratie, mais le Japon, c'est robotisé. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi garder en tête. C'est-à-dire qu'on est dans une crise démographique pour l'instant. Si on met des solutions en place demain, les solutions ils se feront vivre pendant et ils auront des résultats dans 20 ou 30 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que continue? C'est là où je peux avoir une critique avec je dis, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Donc, pour revenir à la Hongrie, oui, c'est vrai que ça aurait pu être un modèle. Là, il y a d'autres positions géopolitiques qui vont faut dire que en bas, c'est loin de l'Occident. Et ça, c'est un autre débat, notamment sur ces propositions pro-russes, voire pro-turques, au nom d'une descendance turque et hongrois, qui reste à discuter. Donc voilà, moi, c'est pas vraiment un modèle sur la personne de Orban. Après, si effectivement, ça peut être intéressant. Je pensais aussi, pendant que tu parlais, à la Pologne. Bon, malheureusement, ils ont perdu les élections. Et justement, ça nous pose question. Est-ce que la Pologne a évidemment le Parti pouvoir qui a perdu les élections sur un sujet c'est l'avortement. Est-ce que rester trop traditionnel, c'est perdre aussi le peuple? On revient un peu à ce que je disais par rapport à l'action française et la critique que je peux voir par rapport à la traditionnaliste, c'est comment convaincre. Je sais que certains ici ont dit qu'il ne faut pas penser juste aux élections, mais si c'est qu'on reste s'enfermer dans une tradition et rester pur dans une tradition, est-ce qu'on ne va pas perdre vraiment tout le temps? Enfin, pur philosophiquement, populaire. Bon, on t'a pas très bien entendu, mais je crois que moi j'ai compris le fond. Et tu exprimais tes craintes sur le fait qu'un pays traditionnel inévitablement se tourne vers, vers la modernité ou vers des valeurs plus modernes. Et tu as pris le cas de la Pologne. Et effectivement, David Engels, qui était venu sur ce Discord, nous avait expliqué en quoi, euh, en quoi la Hongrie a réussi là où la Pologne a échoué, c'est-à-dire que le PiS, donc le droit et justice, le parti polonais au pouvoir depuis plusieurs années, n'a jamais Oui. réussi à investir le champ culturel et médiatique, à occuper le terrain des idées et occuper le terrain métapolitique, là où le parti de Viktor Orban avait placé ses pions dans les universités, dans les médias, afin de préparer la Hongrie post-Orban, qui va forcément arriver un jour, parce que la Hongrie n'est pas une dictature. Donc voilà, c'était ça un petit peu la différence, et c'est peut-être ça la chose fondamentale à faire, mais on s'éloigne un peu du sujet, c'est de conserver absolument des centres et des pôles culturels qui sont acquis à nos idées. Mais ça encore, ça c'est un autre débat. Je pense qu'on a commencé, on a fait le tour de la question, sauf si vous souhaitez rajouter quelques petites choses, euh, ceux qui m'écoutent. Sinon, je pense on a fait le tour de la question. Si simplement une question philosophique que j'aimerais vous entendre rapidement sur cette question philosophique par rapport à la droite prométhéenne, donc qui reprend le mythe de Prométhée. Et est-ce que l'homme est un être prométhéen par nature et est-ce que c'est sa destinée de s'émanciper de toutes les forces qui pourraient le retenir à la nature pour justement créer de lui-même quelque chose de nouveau, un nouveau mythe quelque part. Ouais, très bien, c'est une question piège, mais je pense que c'est pas très compliqué d'y répondre. À mon avis, personne ne contestera le fait que l'homme est un être imparfait. Et à ce titre, le mythe d'une transgression contre les dieux me paraît être une affabulation assez dangereuse, dans la mesure où elle suppose que l'homme
serait capable de les duper ou de les surpasser d'une manière ou d'une autre, ce qu'il est incapable de faire en tant qu'être imparfait. Donc, même sur ce point-là, je pense que la droite prométhéenne a un travail philosophique à faire dans la mesure où considérer que l'homme puisse devenir Dieu, et je pense que moi je vais m'arrêter là-dessus, considérer que l'homme puisse devenir Dieu, c'est le fondement du modernisme, donc l'idéologie qui nous a amenés jusque-là, à savoir le progressisme, l'ouverture des frontières, le stoïcisme, l'athéisme, la sécularisation, la destruction de notre identité, de notre culture. Donc, c'est ironique, mais en fait, la droite prométhéenne, en prenant ce nom-là, ne fait que le premier pas vers vers notre propre destruction. Nietzsche pensait que Prométhée était le mythe fondateur de la civilisation européenne. Mais bon. Je suis d'accord avec lui, moi. Hein. Vas-y, je t'en prie. Je ne suis pas prométhéen, je veux dire, j'ai quelques problèmes avec cette droite prométhéenne. Mais je trouve qu'ils ont trouvé un bon symbole. Prométhée est un bon symbole parce que, comme je le disais, je pense fondamentalement que l'identité occidentale, elle est moderne. Mais ce que je t'ai pas dit non plus, c'est que la modernité reprend essentiellement des questionnements des anciens, des classiques, des philosophes grecs notamment. Et non, je trouve que c'est une bonne figure parce que il y a l'idée de dire aussi que l'occidental, c'est celui qui découvre la connaissance, qui fait œuvre d'épistémologie, tu vois, qui développe cette théorie de la connaissance, qui en dispose, mais qui aussi, certains diront que c'est une forme de colonialisme, peut-être, qui la partage au monde, tu vois. Un peu comme Prométhée qui va descendre, qui prend le feu des dieux et en dispense à l'homme. Donc moi je trouve qu'ils ont trouvé une belle figure là, c'est pas déconnant, on va dire. Prométhée reste la figure de la révolte contre la hiérarchie, de la désobéissance et de la révolte. Oui, c'est à mon avis. Oui. Ben, Je te laisse finir. C'est à mon avis, même là-dedans, on trouve en fait l'origine des problèmes de cette droite prométhéenne, dans la mesure où ils souhaitent construire une société donc technologiquement avancée, mais en étant conservatrice sur les questions morales, et l'étendard qu'ils choisissent pour accomplir cette tâche, c'est précisément un être dont la mythologie nous dit qu'il n'a rien de conservateur au sens des valeurs morales, puisqu'il agit en révolte contre les dieux et contre l'ordre établi. Oui, certes. Hein. Parce qu'il juge l'ordre établi comme despotique. C'est ça le truc. Il juge l'ordre établi comme mauvais, comme quelque chose qu'il faudrait changer. Je sais pas qui lui donne le pouvoir de juger. Bah c'est lui. C'est lui-même. C'est son individu. Donc en fait, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, on adopte une posture de divinisation de l'homme, et donc on lui autorise à circonvenir la hiérarchie naturelle de manière à justifier toutes ces transgressions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Moi je pense que c'est une partie de la droite prométhéenne effectivement qui souhaite ça, oui. Je pense qu'ils n'ont pas la même définition de la hiérarchie naturelle que tu l'entends toi. Je pense qu'il y a l'idée de donner à l'homme sa pleine potentialité en fait dans la nature et d'accomplir une véritable hiérarchie en cette matière en fait. J'avoue que j'ai pas vraiment le courage d'épiloguer sur une question mythologique, mais il n'empêche que Prométhée, qui reconnaît pourtant la souveraineté de Zeus, décide de lui désobéir, le trompe et le vole.
et au final se retrouve puni pour cet acte. Je pense que là, la hiérarchie est claire. Il reconnaît Zeus comme son souverain légitime, enfin, en l'occurrence illégitime, puisqu'il décide de transgresser ses interdictions, et qu'il se retrouve puni par lui. Si c'était une situation où la hiérarchie est peu claire, Zeus ne serait pas capable de le punir, parce que Prométhée, en volant le feu, se mettrait hors de la hiérarchie. Et en l'occurrence, là, il s'agit d'une révolte qui, de manière ultime, est punie, et donc un rappel au reste du monde à qui les hommes et à qui les dieux inférieurs doivent obéir. Je pense qu'ils vont pas aussi loin que toi dans l'interprétation de Prométhée en fait. Je pense simplement que c'est un objectif là pour promouvoir une société technicienne. Parce que au fond du fond, en fait, c'est Prométhée qui permet à l'homme de devenir un animal technique, en fait, dans la mythologie. Non, mais certes, je comprends l'idée. Mais je conçois tout à fait ça, et je pense que c'est une position intéressante. Critiquable sans doute, mais tout à fait intéressante. Et effectivement, oui, il n'y a pas de discussion. Prométhée, c'est celui qui permet à l'homme de devenir technique, effectivement. Très bien. Et ben, sur ces paroles, je pense qu'on peut conclure notre débat. Je pense que c'est plus clair. Et on aura l'occasion de revenir sur ces sujets parce que ce n'est que le début. Et on va voir comment tout cela évolue, comment les gens se positionnent ou pas sur ces questions. Mais en tout cas, on a entendu et on a écouté des positions très franches et tout. C'était donc des gens très ancrés sur leur position et c'est très bien. Et c'était très intéressant à écouter. Et on fera d'autres débats sur ce type, sur ces sujets qui englobent le camp nationaliste et ces petites lignes de fracture, même très grosses fractures pour certains. Et donc voilà, on aura l'occasion de revenir sur tout ça. Merci à tous d'avoir participé à ce débat